Toutes fuyaient à la vue des enfants du baron veuf, et jusqu'à ce qu'une femme qui se croyait invisible pour la société y voit non seulement une opportunité de changement, mais un nouveau départ. Si vous aimez les histoires d'amour et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous publions de nouveaux récits tous les jours. Laissez un j'aime si cette histoire touche votre cœur, et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est dans votre ville. Maintenant, installez-vous confortablement et préparez-vous, car cette histoire vous tiendra en haleine du début à la fin. La campagne provençale, en 1897, était une terre d'hommes forts et de femmes encore plus fortes. Il fallait l'être pour survivre au soleil brûlant, aux sécheresses périodiques, aux distances immenses entre un lieu et un autre. Le domaine Sainte-Croix se trouvait entre la Provence et le Languedoc, dans une région où la canne à sucre était encore reine absolue et où les colonels dictèrent les règles. François Leclerc ferma la porte de l'écurie avec plus de force que nécessaire. Le son résonna dans le silence pesant de l'après-midi, effrayant les chevaux. Il appuya son front contre le bois rugueux et ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration. Encore une journée qui se terminait, encore une nuit qui approchait, et il ne savait pas s'il aurait la force d'affronter ce qui allait suivre. À 42 ans, François était un homme imposant, grand, les épaules larges par le travail pénible, les mains calleuses. Il avait été militaire à la fin de l'Empire, servi avec honneur, gagné le titre de colonel, non par la terre, mais par le mérite. Ensuite, il avait hérité du domaine de son père et avait étendu ses propriétés par un travail acharné et des décisions intelligentes. Il aurait dû être au sommet de sa vie. Au lieu de cela, il se sentait comme une coquille vide. De la maison principale parvenaient les cris de ses enfants. Encore une dispute. Jean et Joseph, les jumeaux de 14 ans, se disputaient probablement encore. Ou peut-être était-ce Pierre, le plus jeune, 8 ans, pleurant pour quelque chose. François n'avait plus l'énergie de le découvrir. Il n'avait d'énergie pour rien, si ce n'est travailler jusqu'à l'épuisement et s'effondrer de fatigue la nuit. 2 ans. 2 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Éléonore. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde savait. L'épouse du colonel François Leclerc avait abandonné son mari et ses 3 jeunes enfants pour s'enfuir avec un marchand de la capitale. Le scandale avait secoué toute la région. Les femmes ne faisaient un pas sain. Pas à cette époque, pas dans cette société. Une femme qui abandonnait sa famille était pire qu'une criminelle. C'était une aberration. François avait brûlé toutes ses photos, retiré chaque objet qui rappelait sa présence. Mais il ne parvenait pas à effacer les souvenirs, surtout pas les dernières paroles qu'elle avait prononcées avant de monter dans cette calèche. « Je n'en peux plus, François. Cette vie me tue. Toi, les enfants, cet endroit oublié de Dieu. Je suffoque. » Il n'avait pas essayé de l'empêcher, l'orgueil peut-être, ou simplement le choc. Il avait vu la calèche partir, soulevant la poussière rouge de la route, et quelque chose en lui était mort avec elle. Les garçons avaient réagi chacun à leur manière. Jean, toujours le plus explosif, avait commencé à se battre avec tout le monde. Ses frères, les travailleurs, même avec son père. Joseph, le jumeau le plus tranquille, avait simplement cessé de parler pendant 3 mois. Pierre, qui n'avait que 6 ans à l'époque, développa des cauchemars terribles, se réveillant toutes les nuits, criant après une mère qui ne reviendrait pas. François avait essayé. Dieu savait qu'il avait essayé, mais élever 3 garçons seuls tout en gérant une grande propriété était impossible. La maison tomba en désordre. Les vêtements s'accumulaient, sales. Les repas étaient improvisés. Les enfants devinrent sauvages, sans discipline, sans structure. Jeanne, la cuisinière, faisait ce qu'elle pouvait, mais elle avait 70 ans et ne pouvait pas non plus être une mère de substitution. Marcel, l'intendant, aidait avec les garçons quand il était au domaine, mais il avait son propre travail. Et François se noyait. Ce fut le curé du village qui le suggéra en premier. « Colonel, vous avez besoin d'une épouse, non par plaisir ou par compagnie, mais par nécessité pratique. Ces garçons ont besoin d'une mère. Vous avez besoin d'une partenaire pour administrer la maison. » L'idée était répugnante au début. Comment remplacer Éléonore? Comment faire venir une autre femme dans le lit qu'il avait partagé avec elle? Mais au fil des mois, la situation empirant, François commença à considérer « ce ne serait pas un mariage d'amour, ce serait une affaire, un accord pratique entre adultes. Il offrirait sécurité, un foyer, un soutien. Elle offrirait l'ordre, les soins aux enfants, l'administration domestique. C'est aussi simple que cela.
François ne publia pas d'annonce dans un journal comme certains le faisaient. Ce serait admettre publiquement son désespoir. Au lieu de cela, il laissa ses connaissances savoir discrètement qu'il était ouvert aux propositions de mariage. Les nouvelles voyageaient vite à la campagne. Bientôt, des possibilités apparurent. La première fut Marguerite Dubois, fille d'un colonel voisin, 28 ans, vieille fille selon les standards de l'époque, mais de bonne famille. Son père approcha François avec une proposition. Le mariage unirait les propriétés, renforcerait les deux familles. François accepta la rencontre. Marguerite était une belle femme, éduquée, avec de bonnes manières. Ils conversèrent dans le salon du domaine Dubois, toujours avec une carabine présente. Elle posa des questions appropriées sur la propriété, sur les enfants, sur les attentes. Tout semblait bien se dérouler. François commença à imaginer que cela pourrait fonctionner. Puis Marguerite posa la question fatale. « Est-il vrai que votre première épouse vous a abandonné ?»« Oui. »« Pourquoi ?» François hésita. Elle a dit qu'elle ne supportait plus cette vie. Marguerite resta silencieuse un long moment. Puis, avec prudence, « Colonel Leclerc, vous êtes un homme de bien et votre propriété est admirable, mais je dois être honnête. Si votre première épouse, que je présume vous aimait quand vous vous êtes marié, n'a pas pu supporter, comment moi, une étrangère, le supporterai-je? De plus, elle baissa la voix. Les gens parlent, ils disent que vos enfants sont difficiles, qu'ils ont fait fuir plusieurs gouvernantes, que la maison est chaotique. J'ai besoin d'une épouse exactement pour cela, dit François, essayant de ne pas paraître désespéré. Je comprends, mais je crains d'être écrasé par la tâche. Je vous prie de m'excuser, je ne peux pas accepter. Le refus fut poli mais définitif. François rentra chez lui, la honte lui brûlant le visage. Les gens parlaient, bien sûr qu'ils parlaient. C'était le divertissement de la campagne, les ragots sur le colonel, dont les enfants étaient incontrôlables. La deuxième possibilité fut encore plus humiliante. Madame Lucinde, une veuve de 50 ans, cousine éloignée de François, s'offrit volontairement. Elle avait 4 enfants déjà grands et pensait pouvoir remettre de l'ordre au domaine Sainte-Croix. François, suffisamment désespéré pour considérer n'importe quelle option, accepta qu'elle vienne passer une semaine pour évaluer la situation. La semaine fut un désastre complet. Madame Lucinde arriva avec un coffre rempli de vêtements et une attitude de générale. Elle commença immédiatement à tout réorganiser. Les horaires, les repas, la disposition des meubles. Elle criait sur les enfants pour la moindre infraction. Elle frappa Pierre avec une cuillère en bois parce qu'il avait renversé du lait. François intervint. « Ne frappez pas mes enfants. Ils ont besoin de discipline, » protesta-t-elle. « Ils sont complètement sauvages. Ce sont des enfants effrayés qui ont perdu leur mère. Ils n'ont pas besoin de violence, ils ont besoin de patience. » « Patience ?» Madame Lucinde rit amèrement. « Colonel, la patience n'enseigne pas le respect. Une main ferme l'enseigne. » Le 5e jour, Jean, dans un acte de rébellion calculé, lâcha toutes les poules du poulailler pendant la nuit. Le lendemain matin, les oiseaux couraient partout, dans la cuisine, dans le salon, même dans la chambre de Madame Lucinde. Elle se réveilla avec une poule picorant dans son lit. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Madame Lucinde fit ses valises et partit le même matin, déclarant que les enfants de François étaient des démons impossibles à contrôler et qu'elle ne resterait pas un jour de plus dans cet asile. François punit Jean d'1 semaine sans cheval, mais secrètement, il ressentit une certaine fierté pour la créativité du garçon. Si Madame Lucinde pensait que la violence était la réponse, elle méritait des poules dans son lit. Mais l'incident se répandit comme une traînée de poudre. On disait maintenant que non seulement l'épouse avait abandonné le colonel Leclerc, mais que la femme qui tentait de prendre les rênes de la maison s'enfuyait en moins d'1 semaine. François devint une blague cruelle. Le colonel, qui même en payant ne trouvait pas d'épouse, entendait-il en chuchotement pas si discret dans le village. Le 3e cas fut le plus tragique. Thérèse Bertrand, cousine au 2e degré, accepta d'épouser François par pure nécessité. Elle était dans une situation désespérée. Son père était décédé, ses frères ne la voulaient pas, sans dot, sans perspective. Un mariage avec un colonel veuf, même avec 3 beaux enfants difficiles, était préférable à devenir un fardeau pour des parents éloignés. L'accord fut conclu, la date fixée. François commença même à espérer. Thérèse semblait une femme pratique, réaliste. Peut-être que cela fonctionnerait. 2 semaines avant le mariage, Thérèse tomba malade. Cela commença par une toux, puis de la fièvre, puis du sang en toussant. La tuberculose.
Elle dépérit rapidement. François lui rendit visite sur son lit de mort, tenant une main fragile, qui n'était déjà plus que de l'os couvert de peau. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'aurais voulu être une bonne épouse. »« Vous l'auriez été, » mentit François gentiment. Thérèse mourut 3 jours avant la date prévue du mariage. François paya des funérailles dignes, mais ne feignit pas un deuil profond. Il ne l'avait connue que superficiellement, mais sa mort consolida sa réputation d'homme maudit. 3 tentatives. Marcel commenta avec sympathie « Colonel, c'est peut-être un signe qu'il faut abandonner. »« Je ne peux pas abandonner, » dit François, regardant la maison en désordre, les enfants se disputant dans la cour de la ferme. Nous ne survivrons pas ainsi. Mais il ne savait plus non plus quoi faire. À 500 kilomètres de là, à Marseille, Isabelle Montaigne faisait face à son propre enfer personnel. À 28 ans, elle était veuve depuis 3 ans. Son mari, Albert Moreau, marchand de tissus, était mort de la fièvre jaune, la laissant avec 5 jeunes enfants et une montagne de dettes qu'elle ignorait. Isabelle venait d'une bonne famille. Les Montaigne avaient des terres, un nom, une position sociale. Elle avait été éduquée pour être l'épouse de quelqu'un d'important. Elle avait appris le français, le piano, les bonnes manières. Comment administrer une grande maison avec des domestiques? Le mariage avec Albert semblait parfait, mais Albert, elle le découvrit plus tard, était un joueur compulsif. Il avait perdu des fortunes aux tables de jeu, contracté des emprunts à des taux d'intérêt exorbitants. Quand il mourut, les dettes apparurent comme des vautours. Isabelle dut tout vendre, sa maison, ses meubles, ses bijoux, même le piano qu'elle aimait. Elle déménagea avec ses 5 enfants dans une petite maison, dans les environs de Marseille, vivant de couture et de blanchisserie pour les familles riches. Les mêmes familles qui auparavant la traitaient en égale la regardèrent maintenant avec pitié ou dédain. Claire, l'aînée à 12 ans, aidait avec ses sœurs plus jeunes. Béatrice, 10 ans, s'aigrissait de la pauvreté. Sophie, 7 ans, était agitée et problématique. Anne, 5 ans, ne comprenait pas pourquoi elle n'avait plus la belle maison. Et Michel, à seulement 3 ans, était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, sauf qu'il avait souvent faim. Mais le pire n'était pas la pauvreté, c'était la famille d'Albert. Edmond Moreau, le frère aîné d'Albert, avait attendu un temps décent, environ 1 an, avant de faire son mouvement. Il apparut dans la petite maison d'Isabelle avec une proposition. Il prendrait les 4 filles, les élèverait convenablement, leur donnerait une éducation, les marierait bien. Isabelle pourrait rester avec Michel. « Vous êtes fou si vous pensez que je vais séparer ma famille, » dit Isabelle, la voix tremblante de colère. « Vous ne la séparez pas, vous êtes réaliste, » rétorqua Edmond. « Vous n'avez pas les moyens d'élever 5 enfants. Vous avez à peine le nécessaire. Voulez-vous que mes nièces grandissent dans la misère? Je veux qu'elles grandissent avec moi, je suis leur mère. Oui, mais vous ne pouvez pas les soutenir. » Edmond fit une pause calculée. « Il y a aussi la question des terres. Quelles terres? Votre père a laissé une propriété en testament. 5 hectares près d'Aix-en-Provence. Actuellement en fidéicommis jusqu'à ce que Claire ait 18 ans. En tant que tuteur légal des filles, je l'administrerai. »« Voilà, » Isabelle l'interrompit. « Vous ne voulez pas mes filles, vous voulez les terres. Je veux ce qui m'appartient de droit par le sang. Ce n'est pas à vous, c'est à mes filles, et vous n'y toucherez pas tant que je serai en vie. » Edmond partit ce jour-là, mais Isabelle savait qu'il reviendrait. Les hommes comme lui n'abandonnaient pas facilement, et il avait la loi de son côté. Les oncles avaient le droit légal de demander la garde s'ils prouvaient que la mère était inadéquate. Et Isabelle, vivant dans la pauvreté, seule, sans ressources, serait très facile à dépeindre comme inadéquate. Elle avait besoin d'une solution, rapidement. Ce fut sa voisine, Madame Rose, qui en parla en premier. « Isabelle, vous êtes encore jeune et jolie. Pourquoi ne pas vous remarier? Avec qui? Quel homme voudrait d'une veuve avec 5 enfants et sans dot? Des hommes de la campagne? » Madame Rose dit pensivement. « Des fermiers, des propriétaires de domaines. Ils ont besoin d'épouses pour s'occuper des maisons et des enfants. Vous avez besoin de sécurité. Ce serait un échange équitable. » L'idée était répugnante. Isabelle avait juré après la mort d'Albert de ne plus jamais dépendre d'un homme. Mais en regardant ses filles, Claire devenant chaque jour plus maigre parce qu'elle donnait sa nourriture à ses sœurs plus jeunes, Béatrice avec des rapiessages sur les rapiessages de ses robes, Sophie sans chaussures adéquates, Isabelle réalisa que l'orgueil était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Comment rencontrer ces hommes? Il y a des intermédiaires, des personnes qui facilitent les mariages.
Laissez-moi demander. 2 semaines plus tard, Isabelle conversait avec Monsieur Antoine, un homme âgé qui servait d'intermédiaire matrimonial à la campagne. « J'ai une possibilité, dit-il. Un colonel de l'intérieur du Languedoc, veuf, 3 enfants, grande propriété, situation financière stable. Pourquoi a-t-il besoin d'un intermédiaire? Un homme comme ça devrait avoir des files de prétendantes. » Monsieur Antoine hésita. Il y a des complications. Sa première épouse l'a abandonné, ce qui a causé un scandale, et les enfants sont réputés difficiles. Difficiles comment? Disons que certaines candidates précédentes n'ont pas duré très longtemps. Isabelle aurait dû refuser sur le champ. Mais Edmond était réapparu la semaine précédente, cette fois avec son avocat. Des papiers officiels alléguant que Michel, en tant que seul petit-fils masculin d'Albert, devrait être élevé par la famille Moreau. C'était un stratagème pour forcer Isabelle à négocier pour les filles. Elle avait l'eau jusqu'au cou et s'enfonçait rapidement. « Dites au colonel que j'accepte de le rencontrer », dit Isabelle, chaque mot lui coûtant une part de son orgueil. François reçut le message de Monsieur Antoine avec surprise et méfiance. Une autre candidate, après 3 échecs humiliants. « C'est différent cette fois-ci », avait écrit l'intermédiaire. « Une dame de Marseille, veuve, 38 ans. »« 28 », avait corrigé Isabelle. « 28 ans, éduquée, de bonne famille, bien que dans des circonstances diminuées. Et colonel, elle a 5 enfants à elle. » François lut la lettre 3 fois. 5 enfants. La femme voulait apporter 5 enfants supplémentaires. Il avait à peine réussi à gérer 3. « Il est fou, » dit-il à Marcel. « Nous passerions de 3 à 8 enfants. 8, c'est trop. » Marcel acquiesça. « Mais pensez-y, elle comprend ce que c'est d'élever des enfants. Ce n'est pas une jeune femme naïve qui pense qu'un enfant est une poupée. C'est une mère expérimentée. Expérimentée à élever 5, pas 8. Et elle apporte une aide intégrée. Les filles plus âgées peuvent s'occuper des plus jeunes. Ce n'est pas seulement une bouche de plus, c'est un système entier. » François détestait l'admettre, mais il y avait une logique, et il était suffisamment désespéré pour tout considérer. « Fixer une rencontre, dit-il finalement, mais sans engagement. Je veux la rencontrer d'abord. » Isabelle fit un voyage de 3 jours jusqu'à la campagne. Elle laissa les enfants chez Madame Rose, n'emmenant que Claire comme accompagnatrice. Si elle était refusée, elle ne voulait pas que toute voie l'humiliation. Le domaine Sainte-Croix était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Une grande maison à 2 étages, des champs de canne s'étendant jusqu'à l'horizon, des travailleurs libres partout. C'était une propriété prospère et bien gérée, mais la maison était une autre histoire. François les reçut dans le salon, qui était dans un état déplorable. Meubles couverts de poussière, une pile de linge sale dans un coin, une assiette sale oubliée sur une table d'appoint, une odeur de moisi imprégnant tout. Isabelle garda une expression neutre, mais Claire ne put dissimuler son choc. François remarqua « Je sais que c'est désordonné, c'est une partie du problème. »« Je vois, » dit Isabelle diplomatiquement. C'était un homme imposant, grand, fort, avec des yeux qui avaient vu beaucoup de douleur. Il n'était pas beau au sens conventionnel, mais il avait une présence qui exigeait le respect. Isabelle comprit immédiatement pourquoi il avait été officier militaire. « Monsieur Antoine a dit que vous avez 5 enfants, » commença François sans préambule. 4 filles et un garçon, âge. Claire ici a 12 ans. Béatrice 10, Sophie 7, Anne 5, Michel 3. François acquiesça traitant l'information. « Et vous savez que j'ai 3 enfants, des jumeaux de 14 ans et un garçon de 8 ans ?»« Je sais. Vous savez que ma première épouse m'a abandonné? Qu'il y a un scandale associé à mon nom? Je sais cela aussi. Et vous êtes quand même venu. » Isabelle leva le menton, la fière posture des Montaigne refaisant surface. « Colonel Leclerc, je vais être direct, car nous n'avons pas le temps de jouer. Je suis dans une situation désespérée. La famille de mon défunt mari tente de me prendre mes enfants. Je n'ai pas les ressources pour me battre au tribunal. J'ai besoin de sécurité, d'un foyer, d'un nom masculin qui me donne une protection légale. Et j'ai besoin d'une femme pour administrer cette maison et s'occuper de mes enfants, » dit François avec la même franchise. « Je ne peux pas offrir de romance, je ne peux pas offrir d'amour. Je peux offrir sécurité, soutien, respect. Je ne cherche pas de romance, je cherche un partenariat pratique. 8 enfants au total. Pouvez-vous gérer ça ?» Isabelle regarda autour du salon chaotique. L'homme désespéré en face d'elle, l'énormité de ce qu'elle envisageait. Ce serait de la folie absolument insensée. Mais elle regarda aussi Claire à ses côtés,
la fille qui perdait son enfance parce qu'elle devait aider à soutenir la famille. Elle pensa aux 4 autres à Marseille, surtout à Michel, qu'Edmond voulait lui arracher des bras. « Je peux le faire », dit-elle avec une conviction qu'elle ne ressentait pas entièrement. François l'étudia. « Comment savoir que vous ne vous enfuirez pas comme Éléonore s'est enfuie? Comment savoir que vous n'abandonnerez pas comme les autres? Parce que je n'ai nulle part où fuir. Ce serait ma dernière option. Soit je fais en sorte que cela fonctionne ici, soit je perds mes enfants. C'est aussi simple que cela. » La brutalité honnête de la réponse sembla convaincre François plus que toute promesse romantique. « Très bien, dit-il. Je propose ceci. Venez avec vos enfants. Essayez pendant 2 mois. Si ça marche, nous nous marierons officiellement. Si ça ne marche pas, je vous aiderai financièrement à vous installer ailleurs. Je ne vous laisserai pas sans ressources. » C'était une offre juste, plus que juste compte tenu des circonstances. « J'accepte, » dit Isabelle, « mais à une condition. » « Laquelle ? » « Mes filles sont à moi. Si quelqu'un, vous, vos enfants, n'importe qui, les maltraite, je pars immédiatement. Non négociable. Juste, et la même règle pour mes enfants. Je n'accepte pas les mauvais traitements. » Ils se serrèrent fermement la main. C'était un accord commercial, pas une promesse de mariage, mais c'était un début. Claire resta silencieuse pendant toute la conversation. Ce n'est qu'après, sur le chemin du retour, qu'elle murmura à sa mère. « Il a l'air effrayant. »« Il l'est, » acquiesça Isabelle, « mais il semble aussi honnête. En ce moment, l'honnêteté vaut plus que le charme. Et ses enfants, s'ils sont terribles, alors nous serons terribles en retour. » dit Isabelle avec un humour sombre. « Les Montaigne n'abandonnent pas. » Mais la nuit, seule dans un lit emprunté dans une auberge de chemin, Isabelle s'autorisa un moment de panique. Que faisait-elle? Emmener 5 enfants chez un étranger pour épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, pour élever 8 enfants qui se haïraient probablement. C'était de la folie, c'était du désespoir, c'était la seule chance qu'elle avait. La charrette cahotait violemment sur les chemins pleins de nids de poules qui menaient au domaine Sainte-Croix. Isabelle tenait fermement le bord de bois usé, essayant de garder l'équilibre, tout en observant ses 5 enfants blottis entre les coffres et les ballots de linge. Claire, l'aînée, gardait le visage tourné vers la fenêtre, refusant de regarder sa mère. Béatrice serrait Sophie, qui gémissait doucement. Anne, âgée de seulement 5 ans, dormait sur les genoux de Michel, le plus jeune, 3 ans, qui somnolait également, la bouche entr'ouverte. Le soleil était au zénith lorsque la propriété apparut enfin à l'horizon. Isabelle sentit son cœur se serrer. Le domaine était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec la grande maison dressée au sommet d'une petite colline, entourée de palmiers impériaux qui se courbaient au vent. Autour, les champs de canne s'étendaient à perte de vue, certains verts et vigoureux, d'autres jaunis par la sécheresse qui menaçait la région. « Nous sommes arrivés », annonça le charretier crachant par terre avant de tirer les rênes. Isabelle descendit la première, lissant sa robe de lin déjà froissée par le voyage. C'était sa meilleure robe, la seule qui conservait encore une certaine dignité, bien que les poignets fussent effilochés et que l'ourlet ait besoin de retouches. Ça avait été un cadeau de mariage de son premier mari, quand elle croyait encore aux promesses d'amour éternel. La porte de la grande maison s'ouvrit, et François Leclerc descendit les larges marches de la véranda. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés par le soleil. La moustache fournie et les cheveux foncés avaient quelques mèches grises aux tempes. Les yeux bruns l'observaient avec un mélange d'évaluation et de quelque chose qu'Isabelle ne put déchiffrer complètement. Peut-être de l'appréhension, peut-être du regret. « Madame Montaigne » salua-t-il formellement, ôtant son chapeau. « Monsieur Leclerc » répondit-elle maintenant la posture droite qu'elle avait apprise depuis l'enfance. « Une dame ne se courbe jamais, » disait sa mère, « même quand le monde s'écroule autour. » Derrière François, 3 garçons observaient depuis la véranda. Les jumeaux, Jean et Joseph, étaient impossibles à distinguer à distance, tous 2 grands pour leurs 14 ans, maigres et avec le même regard défiant. Pierre, le plus jeune, se cachait partiellement derrière une colonne. Seuls ses yeux sombres et effrayés étaient visibles. « Vos enfants ?» demanda François, regardant la charrette. « Oui, Claire a 12 ans. Béatrice 10, Sophie 7, Anne 5 et Michel. » Isabelle fit un geste pour qu'ils descendent. « Venez, les enfants. » Claire fut la première, descendant avec la même posture fière que sa mère,
le menton haut et les yeux verts défiants. Elle tenait cela des Montaigne, cette incapacité à montrer de la faiblesse, même quand le cœur saignait à l'intérieur. Béatrice vint ensuite, tenant Sophie par la main. Anne trébucha sur les marches de la charrette et Isabelle la rattrapa rapidement. Michel dut être porté, encore somnolent et confus. Les 3 garçons de François descendirent lentement de la véranda comme des prédateurs, évaluant le territoire inconnu. Les jumeaux échangèrent des regards, une communication silencieuse que seuls des frères très proches développent. Pierre resta 2 marches plus haut, prêt à fuir à tout moment. « Jean, Joseph, Pierre » appela François d'une voix ferme. « Saluez madame et ses enfants. »« Bonjour » dirent les jumeaux à l'unisson, mais sans une once de chaleur dans la voix. Pierre ne dit rien, se contentant de fixer Isabelle avec des yeux qui semblaient l'accuser d'un crime qu'elle ne comprenait pas encore. Le silence qui s'ensuivit était dense, comme l'air avant un orage. Les enfants s'observaient comme des armées opposées, calculant les forces, cherchant les faiblesses. Isabelle connaissait ce regard. C'était le même qu'elle voyait dans le miroir depuis 3 ans. Le regard de celui qui a beaucoup perdu et qui protégeait férocement le peu qui restait. « Marcel » appela François à voix haute. Un homme noir d'âge moyen apparut sur le côté de la maison, essuyant ses mains sur son tablier. « Aidez madame à décharger ses affaires. Les mâles vont dans la chambre principale. Le reste, distribuez-le dans les chambres des enfants. » Chambre principale. Isabelle leva un sourcil. « Je pensais que nous aurions des arrangements séparés. » François la regarda directement. « Nous sommes mariés aux yeux de la loi et de Dieu. Je ne vais pas alimenter les ragots en vous donnant une chambre séparée. Mais il y a un paravent dans la chambre. Chacun aura son espace. » Isabelle acquiesça, sentant ses joues chauffer. Ce n'était pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Mais cela avait du sens. Les apparences devaient être maintenues. « Les filles resteront dans la chambre à côté de la nôtre, » continua François en désignant la maison. « Le garçon peut rester avec mes fils. Il y a 3 chambres à l'étage, toutes communicantes. Michel, il dormira avec moi, » dit Isabelle fermement, serrant son fils contre sa poitrine. « Il a 3 ans. C'est trop petit pour dormir loin de sa mère. » François sembla sur le point de discuter, mais haussa simplement les épaules. « Comme vous voulez. Alors les garçons auront une chambre, les filles une autre, et nous la 3e. »« Je ne partagerai pas ma chambre avec elle, » déclara Jean en croisant les bras. « Moi non plus, » fit écho Joseph. « Ah, je n'ai pas demandé votre avis, » rétorqua François sèchement. « Vous dormirez là où je vous l'ordonnerai. » Claire fit un pas en avant. « Nous non plus, nous ne voulons rien partager avec eux. » Isabelle lui tint fermement le bras. Claire, silence. La jeune fille recula, mais ses yeux verts étincelaient de ressentiment. « Entrons, » dit François, déjà en route vers la maison. « Le dîner sera servi dans 1 heure. Assez de temps pour vous installer. » La grande maison était impressionnante de l'extérieur, mais l'intérieur racontait une autre histoire. Le couloir principal était large, avec un plancher en larges planches qui grinçait à chaque pas. Les murs, autrefois blancs, étaient jaunis et écaillés par endroits. De lourds meubles en bois de jacaranda occupaient le salon principal, recouvert d'une fine couche de poussière. Il y avait des portraits sur les murs, des visages sérieux d'ancêtres qui semblaient juger Isabelle tandis qu'elle passait. Un portrait en particulier attira son attention. Une jeune et belle femme aux cheveux foncés et au sourire énigmatique, vêtue d'une élégante robe qui devait avoir coûté une fortune. Ses yeux étaient clairs, presque transparents. « Ma mère !» dit François, remarquant le regard d'Isabelle. « Elle est morte quand j'avais 12 ans. Elle était très belle, oui. » Il n'en dit pas plus, se dirigeant vers l'escalier. Isabelle remarqua l'absence d'autres portraits féminins. Aucune image de la femme qui avait abandonné François et ses enfants, comme si elle avait été effacée de l'histoire de la famille, une tâche qui devait être oubliée. La chambre principale était spacieuse, avec un grand lit en bois sombre, une armoire imposante et une commode avec un miroir. Une porte latérale menait à une petite salle de bain, un luxe rare dans la région. Comme promis, un paravent en bois sculpté divisait la pièce en 2 zones. Du côté de François, tout était organisé de manière militaire. Vêtements pliés, bottes alignées, rien de déplacé. Du côté qui serait celui d'Isabelle, il n'y avait qu'un petit berceau pour Michel et un espace vide, attendant d'être rempli. « Je suppose que ça ira, » dit Isabelle, plus à elle-même qu'à François. « Il y a de l'eau dans la carafe pour vous laver.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez Jeanne. Elle s'occupe de la cuisine et de la maison. Jeanne travaille ici depuis que je me suis marié. Depuis que vous vous êtes marié la première fois, pensa Isabelle mais ne dit rien. Je comprends. François sembla sur le point de dire autre chose, mais hocha simplement la tête et sortit, refermant la porte derrière lui. Isabelle resta immobile au milieu de la pièce, tenant toujours Michel, qui était maintenant réveillé, et regardait autour de lui avec curiosité. Le silence de la maison était lourd, rompu seulement par les sons lointains des enfants qui s'installaient dans leurs chambres respectives, et par le grincement des planches, tandis que Marcel montait et descendait avec les mâles. « Maman, cet endroit est étrange, » murmura Michel. « C'est notre foyer maintenant, mon amour, » répondit Isabelle en lui embrassant le front. « Nous allons nous y habituer. » Mais en disant cela, une petite voix dans sa tête demandait « Vraiment ?» Le dîner fut servi à 18 heures, comme l'avait annoncé François. La table de la salle à manger était longue, en bois massif avec une capacité de 12 personnes. Isabelle s'assit à la tête opposée à François, avec ses filles d'un côté et son fils de l'autre. Les 3 garçons de François occupèrent le côté opposé, créant une nette division territoriale. Jeanne, une femme robuste d'une 50aine d'années, aux cheveux gris attachés en chignon serré, servit la nourriture en silence. Soupe de haricots à la viande séchée, semoule de manioc, choux sautés et manioc bouilli, une cuisine simple mais abondante. Isabelle remarqua que la cuisinière la regardait à peine, comme si elle évitait de reconnaître sa présence. « Nous allons remercier, » dit François inclinant la tête. Tous l'imitèrent, sauf Claire, qui garda les yeux ouverts de manière provocante. « Seigneur, merci pour ce repas et pour le maintien de cette maison. »« Amen, Amen » murmurèrent les voix autour de la table. Le silence qui s'ensuivit n'était rompu que par le tintement des cuillères contre les assiettes. Isabelle observa les enfants manger, ou plutôt attaquer la nourriture comme s'ils n'avaient pas eu un repas décent depuis des jours. Sophie et Anne mangeaient avec les mains, oubliant complètement les manières qu'elle avait tenté de leur enseigner. Michel répandait des haricots sur son assiette, Béatrice au moins gardait un peu de contenance. De l'autre côté, les garçons de François n'étaient pas beaucoup mieux. Jean et Joseph se disputaient à qui mangerait le plus vite, se cognant mutuellement. Pierre mangeait lentement, les yeux fixés sur son assiette, comme s'il voulait disparaître. « Fourchette et couteau, Sophie, » dit Isabelle à voix basse. « Je ne sais pas bien m'en servir, » se plaignit la jeune fille. « Alors apprends. Ici, personne ne se soucie de ses manières, » dit Jean à voix haute, la bouche pleine de viande. « Ne parle pas la bouche pleine, » rétorqua Isabelle automatiquement. Le garçon la fixa avec des yeux défiants. « Vous n'êtes pas ma mère pour me donner des ordres. »« Jean, » avertit François. « C'est vrai, elle est arrivée aujourd'hui et elle veut déjà nous commander. J'ai dit d'arrêter. »« Non ?» Jean jeta sa fourchette dans l'assiette avec un fracas. « Toutes les autres sont parties. Celle-ci partira aussi. Pourquoi devons-nous obéir ?» Joseph soutint son frère en silence, croisant les bras. Pierre se recroquevilla sur sa chaise, clairement mal à l'aise face à la confrontation. Isabelle posa délicatement ses couverts sur son assiette et regarda directement Jean. « Tu as raison. Je ne suis pas ta mère. Je n'essaierai jamais de remplacer ce qu'elle a été pour toi. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer. « Mais je suis la maîtresse de cette maison maintenant, que tu le veuilles ou non. Et dans cette maison, nous mangeons avec des couverts et nous ne parlons pas la bouche pleine, non par formalité, mais par respect. Respect pour celui qui a préparé la nourriture, pour ceux qui sont à table avec nous et pour nous-mêmes. Je ne vous respecte pas, dit Jean, mais avec moins de conviction dans la voix. Tu n'as pas besoin, mais tu suivras les règles. Et qui va me forcer? Jean, ça suffit, dit François d'une voix de commandement militaire. Dans ta chambre tout de suite. Mais père, le garçon se leva brusquement, renversant sa chaise. Il sortit en frappant les portes sur son chemin. Joseph le suivit en solidarité silencieuse, bien qu'il semblât moins convaincu. Pierre resta, les yeux toujours fixés sur son assiette. Du côté d'Isabelle, Claire sourit, satisfaite. « Bien fait, » avertit Isabelle. « Quoi ? Il l'a mérité. Et toi aussi tu iras dans ta chambre si tu ne contrôles pas ta langue. » La jeune fille fit la moue, mais se remit à manger en silence. Le reste du repas se déroula dans un silence tendu. Lorsque Jeanne vint débarrasser les assiettes, Isabelle remarqua le regard réprobateur que la femme lui lança. « Encore une ennemie », pensa-t-elle, comme si elle n'en avait pas assez. Après le dîner, François se retira dans son bureau sans un mot.
Les enfants se dispersèrent dans leur chambre, à l'exception de Pierre qui resta dans le salon, observant Isabelle ranger quelques objets. « Vous allez partir, vous aussi ?» demanda-t-il soudain, la voix fine et effrayée. Isabelle s'arrêta, un chandelier d'argent à la main. « Quoi? Vous allez partir comme ma mère, comme les autres ?» Le cœur d'Isabelle se serra en voyant la peur dans les yeux du garçon. Il n'était pas hostile comme ses frères, il était terrorisé. Elle s'agenouilla devant lui, se mettant à sa hauteur. « Je ne partirai pas, Pierre. Toutes disent ça, puis elles partent. Je ne suis pas toutes les autres. Tu sais pourquoi ?» Elle attendit qu'il secoue la tête. « Parce que j'ai aussi des enfants qui dépendent de moi. Je ne peux pas m'enfuir. C'est ma maison maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Cela signifie que c'est aussi ta maison et celle de tes frères et de mes enfants, tous ensemble. Je n'aime pas partager, confessa-t-il doucement. Personne n'aime, mais parfois nous n'avons pas le choix. » Isabelle toucha doucement le visage du garçon. « Mais je peux te promettre une chose, je ne partirai pas. Même si tes frères sont terribles avec moi, même si c'est difficile, je resterai. » Pierre l'étudia un long moment, comme s'il cherchait des signes de mensonge. Puis, lentement, il acquiesça. « Maintenant, va dormir. Demain sera une longue journée. » Il obéit, montant lentement les escaliers. Isabelle resta agenouillée sur le sol du salon, sentant le poids de toutes les promesses qu'elle venait de faire. Des promesses qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. Les premiers jours furent une guerre d'usure. Jean et Joseph testaient Isabelle à chaque occasion. De l'encre rouge apparaissait mystérieusement sur les robes des filles. Des crapauds étaient placés dans les chaussures de Claire. La nourriture de Sophie disparaissait de son assiette quand elle ne regardait pas. Michel fut enfermé 2 fois dans le placard, pleurant jusqu'à ce que quelqu'un entende ses cris. Isabelle maintenait une posture ferme, punissant les infractions par des tâches supplémentaires, mais sans jamais crier, sans jamais perdre le contrôle. Cela frustrait les jumeaux plus que n'importe quelle punition physique. Ils voulaient la voir craquer, partir, fuir comme les autres. Mais Isabelle restait inébranlable comme un rocher contre la marée. Les filles, de leur côté, formèrent leur propre résistance. Claire refusait d'obéir aux ordres de François. Béatrice provoquait Pierre chaque fois qu'elle le pouvait. Sophie volait de la nourriture dans la cuisine, défiant les règles de la maison. Anne pleurait pour tout, réclamant une attention constante. La maison était un champ de bataille, et Jeanne observait tout avec une satisfaction mal dissimulée, attendant le jour où Isabelle abandonnerait. François se tenait à l'écart, partant à l'aube pour superviser le travail dans les champs de canne et ne revenant qu'au crépuscule, trop fatigué pour arbitrer les conflits. Quand Isabelle tentait de lui parler des problèmes, il disait simplement « Résolvez-le du mieux que vous pouvez. Vous êtes la maîtresse de maison. » Mais elle ne se sentait maîtresse de rien. Elle se sentait une intruse en territoire hostile, livrant une bataille qu'elle ne pourrait peut-être pas gagner. Le 5e soir, Isabelle était dans la cuisine, finissant de laver la vaisselle du dîner. Jeanne avait oublié de le faire avant de se retirer, un autre test de sa patience. Ses mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant rugueuses et rouges à cause de l'eau chaude et du savon de cendre. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna, s'attendant à trouver François. Mais c'était Jean tenant quelque chose dans ses mains. « Je suis venu vous rendre ça, dit-il, posant une broche en argent sur la table. C'était celle d'Isabelle. Elle avait appartenu à sa mère. Tu as volé? Je l'ai emprunté. Voler et emprunter sont des choses différentes. J'allais la rendre. » Isabelle s'essuya les mains et prit la broche, l'examinant. « Pourquoi me la rendre maintenant ?» Jean fourra ses mains dans ses poches, mal à l'aise. « Pierre a dit que vous aviez promis de rester même si nous étions terribles. »« J'ai promis. Aucune des autres n'a promis. Je ne suis pas les autres. » Le garçon l'étudia visiblement confus. « Pourquoi êtes-vous venu? Ce n'était pas pour l'argent, car mon père n'est pas aussi riche qu'il en a l'air. Ce n'était pas par amour, car vous ne vous connaissiez même pas. Alors pourquoi ?» Isabelle envisagea de mentir, de donner une réponse jolie et adéquate. Mais il y avait une honnêteté crue dans la question du garçon, et il méritait l'honnêteté en retour. « Parce que je n'avais pas le choix, » dit-elle simplement. « La famille de mon défunt mari voulait me prendre mes enfants. J'étais sans argent, sans maison propre, sans option. Ton père m'a offert un foyer, de la sécurité, j'ai accepté. Alors c'était par nécessité. Oui, pas parce que vous nous aimez bien. Je ne vous connais pas assez pour vous aimer ou ne pas vous aimer, dit Isabelle honnêtement. Mais j'essaie, vous ne facilitez pas les choses. Jean faillit sourire.
Presque. Les autres ont aussi essayé au début, puis ils ont abandonné. Je n'abandonnerai pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'abandonner signifierait perdre mes propres enfants, et cela je ne le ferai jamais. Alors que vous le vouliez ou non, je suis aussi bloqué ici que vous. Elle marqua une pause. Mais nous pouvons rendre cela moins misérable pour tout le monde. Ou nous pouvons continuer cette guerre jusqu'à ce que quelqu'un se blesse vraiment. Le choix vous appartient. Jean resta silencieux un long moment, puis hocha légèrement la tête et sortit sans un mot de plus. Ce n'était pas une trêve, mais c'était le début de quelque chose, peut-être une reconnaissance mutuelle, qu'ils étaient tous pris dans la même situation. Isabelle retourna à la vaisselle, mais maintenant une petite graine d'espoir était plantée dans sa poitrine. Petite, fragile, mais là. 2 semaines après l'arrivée d'Isabelle, l'enfer s'installa d'une manière que personne n'attendait. Claire aidait à étendre le linge sur la corde à linge quand elle laissa tomber une brassée de draps. En se penchant pour les ramasser, elle remarqua une tache sombre sur sa propre robe. Son cœur s'emballa. Elle regarda autour d'elle, vérifiant si quelqu'un avait vu. Puis elle courut à l'intérieur de la maison, les jambes tremblantes. Dans la chambre qu'elle partageait avec ses sœurs, Claire verrouilla la porte et examina sa robe. Du sang frais et sombre. Elle savait ce que c'était, en théorie. Sa mère avait essayé d'expliquer des années auparavant, de manière vague et embarrassée, qu'un jour cela arriverait. Mais Claire n'était pas préparée. Pas maintenant. Pas ici, dans cette maison étrange. Entourée de personnes qu'elle connaissait à peine. La panique s'empara d'elle. Elle enleva sa robe avec des mains tremblantes, la cacha sous le lit, en mit une autre et se roula en position fétale, serrant ses genoux. Elle ne pouvait en parler à personne, surtout pas à cet homme qui était maintenant son beau-père. Comment expliquerait-elle? Comment demanderait-elle ce dont elle avait besoin? Un coup à la porte la fit sursauter. « Claire, tu es là ?» C'était la voix d'Isabelle. « Je suis là, je vais bien, je me repose juste. Ouvre la porte. »« Non. » Silence. « Alors Claire, je sais. J'ai vu la tache sur la corde à linge. » La honte brûla le visage de la jeune fille. Elle voulait mourir là, disparaître. « Va-t'en. »« Je ne partirai pas. Ouvre la porte ou je demanderai à Jeanne de l'ouvrir avec la clé de secours. » Claire envisagea de l'ignorer, mais elle savait qu'Isabelle tiendrait sa menace. Réticente, elle déverrouilla la porte. Isabelle entra rapidement, la refermant derrière elle. « Quand ça a commencé ?» demanda-t-elle sans embâge. Aujourd'hui, quelques heures auparavant, Claire garda les yeux au sol. Isabelle s'assit sur le lit à côté de sa fille. « Tu as mal ?»« Un peu, mais de l'inconfort. »« C'est normal, ça passera. » Elle prit la main de Claire. « Pourquoi t'es-tu enfermée ici ?»« Parce que je ne sais pas quoi faire. » Claire explosa, les larmes coulant enfin. « Parce que j'ai honte et j'ai peur et je ne veux pas que personne le sache. Surtout pas ces garçons horribles ou cet homme. François est ton beau-père maintenant. Je me fiche de ce qu'il est. Je ne veux pas qu'il le sache. » Isabelle soupira. « Il n'a pas besoin de connaître les détails, mais j'aurai besoin d'aide pour obtenir ce dont tu as besoin. »« Quoi ? » ?»« Des serviettes hygiéniques, des analgésiques, si la douleur s'aggrave, peut-être une tisane. » Isabelle écarta les cheveux du visage de Claire. « Tu ne peux pas traverser ça seule, ma fille. En ville, j'avais mes amis, elles comprenaient, mais ici, » Claire fit un vague geste. « Ici, je n'ai personne. Tu m'as. Vous êtes toujours occupés avec les autres. Michel, les petites, essayant de plaire à cet homme. Je n'essaie de plaire à personne. J'essaie de survivre tout comme toi. » Isabelle tint fermement la main de sa fille. « Je sais que tu n'as pas choisi d'être ici. Aucun de nous n'a choisi, mais nous le sommes, et nous devons prendre soin les uns des autres. » Claire regarda finalement sa mère. « J'ai peur que tout empire. Peut-être que ça le fera probablement, mais nous allons y faire face ensemble. » Ce fut la première fois en semaines que Claire s'autorisa à la vulnérabilité. Elle se jeta dans les bras de sa mère et pleura. Toutes les frustrations et les peurs accumulées s'échappèrent en sanglots convulsifs. Isabelle la tint fermement, lui caressant les cheveux, murmurant des mots de réconfort. Lorsque Claire se calma enfin, Isabelle l'aida à se nettoyer, lui apprit à utiliser correctement les serviettes et prépara une tisane de camomille pour soulager les crampes. Puis, faisant promettre à Claire de se reposer, elle sortit pour obtenir des fournitures. François était dans son bureau, révisant les livres de comptes, quand Isabelle frappa à la porte. « Entrez. » Elle entra, refermant la porte derrière elle. « J'ai besoin d'aller au village. » Il leva les yeux, surpris. « Maintenant, il fait déjà nuit. »
C'est urgent, que s'est-il passé? Isabelle hésita. Comment expliquer sans violer l'intimité de Claire? L'une de mes filles a besoin d'articles féminins. Je ne peux pas attendre demain. François fronça les sourcils, visiblement confus. Puis la compréhension apparut lentement sur son visage, accompagnée d'embarras. « Ah, oui, alors je dois y aller ou que quelqu'un y aille pour moi. J'irai, dit-il en se levant. Non, Isabelle cria presque. Je veux dire, ce ne serait pas approprié qu'un homme achète ces choses. Alors j'enverrai Jeanne. Jeanne ne m'aime pas. Elle s'efforcera de rendre cela humiliant pour Claire. » François passa la main sur son visage, exaspéré. « Alors, que suggérez-vous? Il y a une sage-femme au village, une femme qui pourrait discrètement apporter ce dont nous avons besoin. Madame Bénédicte, elle assiste aux accouchements et connaît les herbes médicinales. Parfait. Pouvez-vous l'envoyer ici aujourd'hui? » François étudia Isabelle un instant. « Claire va bien physiquement? » « Oui. » « Émotionnellement? » Isabelle soupira. « C'est difficile pour une jeune fille de traverser ça dans un nouvel endroit, entourée d'étrangers. » Quelque chose passa sur le visage de François. De la compréhension peut-être, ou un souvenir. « J'envoie Marcel chercher Madame Bénédicte tout de suite. »« Merci. » Elle était presque à la porte quand il parla de nouveau. « Isabelle. » Elle s'arrêta, surprise. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. « Oui? Vous gérez bien tout ça. » Ce n'était pas exactement un compliment, mais venant de lui, cela signifiait quelque chose. Isabelle hocha la tête et sortit. Madame Bénédicte arriva 1 heure plus tard, une femme petite et âgée, aux mains habiles et aux yeux doux. Elle apporta tout ce dont Claire avait besoin et resta même à parler avec la jeune fille, lui expliquant ce qui se passait avec son corps, répondant aux questions que Claire avait honte de poser à sa propre mère. Quand la sage-femme partit enfin, Claire était visiblement plus calme. Isabelle la serra dans son lit comme elle ne l'avait pas fait depuis des années, depuis que la jeune fille avait décidé qu'elle était trop vieille pour les câlins. « Maman !» appela Claire quand Isabelle éteignit la lampe. « Oui, merci de ne pas m'avoir fait sentir que c'était mal. » Isabelle sentit son cœur se serrer. « Il n'y a jamais rien de mal en toi, ma fille. Jamais. » Elle sortit de la chambre et alla à la sienne, où François était déjà, assis sur le lit de son côté du paravent, retirant ses bottes. « Madame Bénédicte a pu aider ?» demanda-t-il sans la regarder. « Oui, Claire va mieux. »« Bien. » Un silence gênant s'installa. Isabelle se prépara à dormir de son côté du paravent, changeant de vêtements avec des mouvements rapides et efficaces. Michel dormait déjà dans le berceau, le pouce dans la bouche. Isabelle appela François. « Oui, vous êtes une bonne mère. » Elle resta immobile, tenant la brosse à cheveux en l'air. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne savait pas quoi en faire. « J'essaie de l'être, » répondit-elle finalement. « Ce n'est pas facile d'élever des enfants seuls. »« Non, ça ne l'est pas. » Plus de silence. « Alors bonne nuit. »« Bonne nuit. » Isabelle s'allongea dans son lit, les yeux ouverts dans l'obscurité. Quelque chose avait changé ce jour-là. Une fissure dans le mur de glace qui existait entre elle et François. Petite, presque imperceptible. Mais de l'autre côté du paravent, François aussi restait éveillé, pensant à la même chose. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Isabelle, il se permit de considérer que peut-être, juste peut-être, elle resterait vraiment, et pour la première fois, cela ne l'effrayait pas autant qu'avant. 1 semaine après l'incident avec Claire, Isabelle prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer à réagir au chaos. Elle devait créer de l'ordre, de la structure, une routine, non pour son bien mais pour la santé mentale de tous dans la maison. Le lundi matin, elle réunit les 8 enfants dans la salle à manger avant le petit déjeuner. François était présent, appuyé contre le mur, les bras croisés, observant avec une curiosité sceptique. « À partir d'aujourd'hui, » annonça Isabelle, « cette maison aura des règles claires, non pas pour tourmenter quiconque, mais pour que nous puissions vivre ensemble sans nous entretuer. » Jean souffla. « Plus de règles. » Oui, plus de règles et des conséquences claires pour ceux qui ne les respecteront pas. Isabelle déroula un papier où elle avait tout écrit méticuleusement. Première règle, petit déjeuner à 7 heures, déjeuner à midi, dîner à 18 heures. Ceux qui ne se présentent pas à l'heure ne mangent pas. C'est cruel, protesta Béatrice. C'est la vraie vie. Dans le domaine, les travailleurs mangent à des heures fixes. Vous n'êtes pas différents. Isabelle continua. Deuxième règle,
Chacun aura des tâches quotidiennes appropriées à son âge, non négociables. Nous aidons déjà mon père, dit Joseph, et mes filles m'aidaient en ville. Maintenant, vous travaillerez ensemble. Jean et Joseph, vous vous occuperez des chevaux et aiderez votre père dans les champs de canne. Claire, tu m'aideras dans la cuisine et tu enseigneras à tes sœurs. Pierre, tu nourriras les poules et tu récolteras les œufs. Béatrice et Sophie, vous vous occuperez du potager. Anne aidera à mettre la table, et Michel, eh bien Michel restera à l'écart des problèmes. Et Gabriel demanda Claire, confuse. Il n'y a pas de Gabriel ici. Isabelle réalisa son erreur. Elle était si habituée à prononcer les noms de ses propres enfants qu'elle s'était trompée. Pardon, je voulais dire Pierre. François remarqua le lapsus, mais ne commenta pas. Troisième règle, poursuivit Isabelle. École 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, de 14h à 16h. Vous tous. L'école? Jean ricana. Nous n'avons pas besoin d'école. Nous allons travailler dans le domaine. Vous avez besoin de savoir lire, écrire et compter, surtout si un jour vous devez administrer cette propriété. Qui va nous enseigner? Lança Claire. Il n'y a pas de professeur ici. C'est moi qui enseignerai. Silence. Surprise. Même François sembla pris de court. Vous savez enseigner? Demanda Béatrice, sceptique. J'ai été éduquée par des gouvernantes. Je connais le latin, le français, les mathématiques et la littérature. Je peux vous enseigner les bases. Mon père ne laissera pas, dit Jean, regardant François. Tous les yeux se tournèrent vers lui. François décroisa les bras, visiblement mal à l'aise face à l'attention. Si elle veut t'enseigner, elle peut t'enseigner. Père! Jean, tu sais à peine écrire ton nom complet. Joseph confond les chiffres. Pierre ne lit rien d'autre que des mots simples. Peut-être qu'un peu d'éducation ne ferait pas de mal. Ce fut un soutien inattendu. Isabelle sentit une pointe de gratitude. Quatrième règle, continua-t-elle rapidement. Bain 2 fois par semaine, dimanche et mercredi, non négociable. Gémissement collectif. Cinquième règle, la messe le dimanche, toute la famille ensemble. Que vous le vouliez ou non, nous apparaîtrons comme une famille unie. Les gens racontent déjà assez de potins sur nous. François se redressa du mur. Autre chose, général. Il y avait une légère trace d'humour dans sa voix. Isabelle faillit sourire. Sixième et dernière règle. Comportez-vous à table. Pas de dispute. Pas de nourriture jetée, pas de cris. Ce n'est pas une porcherie. Puis-je faire une suggestion? Dit François. Bien sûr. Septième règle, le respect. Vous tous, vous respectez Isabelle en tant que maîtresse de cette maison et elle vous respecte en tant qu'individu. Les offenses mutuelles auront des conséquences. Isabelle acquiesça en signe d'approbation. J'accepte. François claqua des mains. Tous à vos tâches. La journée n'attendra pas. Les enfants se dispersèrent, certains grommelant, d'autres silencieusement résignés. Seule Claire resta, regardant sa mère avec quelque chose proche de l'admiration. « Vous pensez que ça va marcher ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, » admit Isabelle, « mais ça vaut la peine d'essayer. » Et ça a marché. Pas parfaitement, pas sans résistance, mais ça a marché. Les premiers jours furent difficiles. Jean testa la règle de l'heure des repas et subit la faim jusqu'au dîner. Joseph refusa de faire ses tâches et perdit le privilège de monter son cheval préféré pendant une semaine. Claire se disputa avec Pierre pour savoir qui devait aller chercher de l'eau au puits, et tous deux furent punis par des tâches supplémentaires. Mais lentement, très lentement, la routine commença à s'établir. Les enfants se présentaient aux repas à l'heure. Les tâches étaient accomplies, même si c'était à contre-cœur. La maison commença à devenir plus organisée, plus propre, plus ressemblante à un foyer. Les cours furent la plus grande surprise. Isabelle s'installa dans le salon avec un tableau noir improvisé et des livres qu'elle trouva dans la bibliothèque poussiéreuse de François. Elle commença par les bases, l'alphabet, les chiffres, des mots simples. Jean et Joseph feignirent le désintérêt, mais Isabelle remarqua qu'ils prêtaient attention. Pierre était le plus appliqué, absorbant chaque mot comme une éponge sèche. Claire savait déjà bien lire. Alors Isabelle lui donna des livres plus avancés. Béatrice luttait avec les lettres, mais n'abandonnait pas. Sophie et Anne étaient trop jeunes pour beaucoup, mais Isabelle les gardait occupées avec des dessins et des jeux éducatifs. François, parfois, passait par le salon pendant les cours, s'arrêtant pour observer. Une fois, Isabelle le surprit, souriant en voyant Pierre lire un passage difficile, sans erreur. « Vous êtes une bonne professeure.
commenta-t-il plus tard, en prenant un café dans la cuisine. J'ai eu de bons maîtres. Malgré tout, cela demande de la patience. Vous transformez cette maison. Isabelle regarda autour de la cuisine, maintenant propre et organisée. J'essaie pour nous tous. Pourquoi? La question l'a pris au dépourvu. Comment ça? Vous pourriez faire le minimum, remplir votre part de l'accord et c'est tout, mais vous investissez. Pourquoi? Isabelle réfléchit à la réponse. Parce que si je dois rester coincé ici, je préfère que ce soit un endroit où je puisse respirer. Et elle hésita, parce que ces enfants méritent mieux que ce qu'ils ont eu. Tous, les miens et les vôtres. François l'étudia un long moment. Vous êtes différente des autres. J'ai déjà entendu ça. Non, je veux dire, vraiment différente. Les autres ont fui au moindre signe de difficulté. Vous construisez quelque chose. Je n'ai pas le choix. Nous avons tous des choix. Vous choisissez d'essayer. Vous choisissez de prendre soin. Il se leva, posant sa tasse vide dans l'évier. Cela signifie quelque chose. Isabelle le regarda partir, le cœur battant un peu plus vite. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ni d'amitié, mais c'était de la reconnaissance, du respect. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le soleil de janvier frappait la campagne provençale sans pitié. Il n'avait pas plu depuis 3 semaines, et les champs de canne commençaient à montrer des signes de souffrance. Les feuilles, auparavant vertes et vigoureuses, pendaient maintenant jaunies et sèches. François passait des journées entières dans les champs, observant le ciel avec un espoir de plus en plus faible, calculant les pertes qui augmentaient chaque matin. Isabelle voyait l'inquiétude sur son visage pendant les dîners silencieux. Il mangeait mécaniquement, l'esprit clairement ailleurs, faisant des calculs mentaux qui ne s'équilibraient probablement pas. Les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes et il se frottait la tempe droite, chaque fois qu'il pensait que personne ne le regardait. Un signe de mal de tête qu'elle avait appris à reconnaître. « Combien de temps pouvons-nous encore tenir sans pluie ?» demanda-t-elle un soir après que les enfants furent couchés. François était sur la véranda, observant le ciel étoilé, comme s'il pouvait conjurer les nuages par la seule force de sa volonté. 2 semaines, peut-être 3. Après ça, il ne termina pas la phrase. Après ça, quoi? Je vais devoir renvoyer des travailleurs. Je n'aurai pas de quoi payer les salaires s'il n'y a pas de récolte. Isabelle s'assit sur la chaise à côté de lui. Combien de travailleurs? 20 familles dépendent de ce domaine. Si j'en renvoie la moitié? Il passa la main sur son visage. Ce sont des gens qui travaillent ici depuis des générations. Marcel est né sur cette terre. Jeanne a élevé mes enfants. Comment vais-je les regarder dans les yeux et leur dire que je n'ai plus de travail? Vous n'êtes pas responsable de la sécheresse. Je suis responsable de cette propriété et des gens qui en dépendent. François se leva, inquiet. Mon grand-père a construit ce domaine. Mon père l'a agrandi, et je serai celui qui laisse tout s'écrouler. Ça ne s'écroulera pas. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Comme quoi? Vous allez prier pour qu'il pleuve? L'amertume dans sa voix était nouvelle. Isabelle l'a compris. C'était le désespoir d'un homme habitué à avoir le contrôle, voyant tout lui échapper entre les doigts. « J'ai de l'argent de côté, dit-elle calmement. François s'arrêta, se tournant vers elle. « Quoi? Pas beaucoup, mais j'ai vendu quelques bijoux avant de venir ici. J'ai gardé l'argent par précaution. » Elle hésita. « C'est environ 500 000 francs. Isabelle, c'est votre argent. C'est notre argent. Nous sommes mariés, vous vous souvenez? Vous l'avez gardé pour votre sécurité, au cas où vous auriez besoin de fuir. » L'honnêteté brutale des mots coupa l'air. Isabelle ne nia pas. « Oui, je l'ai gardé au cas où tout tournerait mal, mais... » Elle regarda autour d'elle la maison qui commençait lentement à ressembler à un foyer. « Je n'ai plus besoin de cet échappatoire. Alors, utilisez l'argent pour sauver le domaine. » François la fixa un long moment. « Je ne peux pas accepter. » « Pourquoi? » « Parce que ce serait profiter de vous. Je vous ai déjà forcé à venir ici, à élever mes enfants, à vivre cette vie que vous n'avez pas choisie. Je ne vais pas aussi prendre votre argent. » « Vous ne le prenez pas, je l'offre. La différence, François. » Isabelle se leva, le regardant directement. « J'ai autant à perdre que vous, si cet endroit s'effondre. Mes enfants vivent ici maintenant, ils mangent de cette terre. C'est aussi notre foyer, que vous le vouliez ou non. Alors mettez votre orgueil de côté et utilisez l'argent. » Il étudia son visage, cherchant quoi? Du regret, du ressentiment, mais tout ce qu'il voyait était une détermination ferme. « Que suggérez-vous » demanda-t-il finalement.
Du bétail. Achetez du bétail avec l'argent. Si les champs de canne meurent, nous aurons toujours quelque chose à vendre. Et le bétail supporte mieux la sécheresse que la canne. François cligna des yeux, surpris. Comment savez-vous cela? Mon père avait une ferme avant de tout perdre. Je faisais attention quand il parlait d'affaires. Les gens trouvaient cela étrange, une fille intéressée par l'économie rurale, mais j'aimais ça. Elle haussa les épaules. Le bétail est un investissement plus sûr en période de sécheresse. On peut déplacer les animaux, trouver des pâturages, de l'eau. On ne peut pas déplacer des champs de canne. Vous vous y connaissez en administration rurale. Je m'y connais assez pour savoir que nous devons diversifier. Dépendre uniquement de la canne, c'est tout risquer sur un pari. Mon père a fait ça. Il a tout perdu en une seule mauvaise récolte. François se rassit, cette fois avec une expression pensive, au lieu de désespérer. Il y a une vente aux enchères de bétail à Arles la semaine prochaine. Je pourrais acheter une 50aine de têtes avec cet argent, peut-être plus si je négocie bien. Alors allez-y, achetez le bétail, et s'il pleut. Si la canne se rétablit et que j'ai gaspillé votre argent en bétail, alors nous aurons de la canne et du bétail. Je n'y vois aucun problème. Un petit sourire, presque imperceptible, effleura les lèvres de François. Vous êtes pratique. Quelqu'un dans cette maison doit l'être. Il rit. Ce fut un rire court, surpris mais sincère. Isabelle réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait rire depuis son arrivée. Très bien, dit-il. J'irai à Arles, mais je tiendrai un registre de chaque sou dépensé. Et quand le domaine recommencera à faire des bénéfices, vous récupérerez votre argent avec des intérêts. Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire pour moi. François se leva, lui tendant la main. Accord. Et Isabelle regarda la main tendue. C'était la première fois qu'il la traitait comme une véritable partenaire, pas seulement comme la femme qui était apparue avec 5 enfants et s'était installée chez lui. « Accord », dit-elle, lui serrant la main. Sa main était rugueuse, calleuse par le travail, forte mais la poignée était douce, respectueuse. Il la serra un instant plus longtemps que nécessaire, les yeux dans les siens. « Merci », dit-il doucement, « de me faire confiance avec ça. Merci de me laisser aider. » Il lâcha sa main lentement, presque à regret. « Je partirai à l'aube. Je serai absent 3 jours. Les enfants vous manqueront. » « Et vous ?» La question la prit au dépourvu. Isabelle sentit la chaleur monter à ses joues. « Moi, oui, ils me manqueront. » Un autre petit sourire. Bon à savoir. Il entra dans la maison, laissant Isabelle seule sur la véranda, le cœur battant un peu plus vite qu'il ne l'aurait dû. François partit le lendemain matin, emmenant Marcel et 2 autres hommes. Isabelle le vit partir de la fenêtre, tenant Michel dans ses bras. Le garçon agita la main avec enthousiasme, criant « Au revoir, papa !» sans se rendre compte qu'il avait appelé François papa. Isabelle le remarqua, et à la façon dont François se retourna sur son cheval en souriant à Michel, il le remarqua aussi. Avec François absent, la maison semblait étrangement vide. Isabelle ne s'attendait pas à ce qu'il lui manque, mais la présence solide de lui manquait au dîner, le bruit de ses pas dans la maison tôt le matin, la façon dont il apparaissait parfois à la porte de la salle de classe, juste pour observer quelques minutes avant de retourner au travail. Les enfants aussi remarquèrent son absence. « Quand papa revient ?» demanda Pierre la 2e nuit, poussant les haricots dans son assiette sans enthousiasme. « Demain ou après, répondit Isabelle. Il ne reste jamais absent si longtemps. Ce sont des circonstances spéciales. » Jean, assis de l'autre côté de la table, regarda Isabelle avec des yeux plissés. « Vous l'avez renvoyé ? Comment ça ? Il est parti juste après que vous ayez parlé. Vous avez dit quelque chose ? Fait quelque chose ?» Isabelle posa soigneusement sa fourchette sur son assiette. « Ton père est allé acheter du bétail, une décision d'affaires, rien de plus. »« Avec quel argent ?» pressa Jean. « Le domaine va mal, tout le monde sait d'où vient l'argent. » Les autres enfants cessèrent de manger, attentifs à la conversation. Claire observait sa mère avec curiosité. Béatrice et Sophie échangèrent des regards inquiets. « Ce ne sont pas tes affaires, » dit Isabelle fermement. « Si, ça l'est, c'est la propriété de mon père, j'ai le droit de savoir. »« Tu es un enfant, tu n'as pas à te soucier de ces choses. »« Je ne suis pas un enfant. » Jean frappa la table, faisant sauter les assiettes. « J'ai 14 ans, je travaille dans ce domaine autant que n'importe quel homme. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. »« Jean, baisse la voix, » ordonna Isabelle. « Je ne baisserai pas, vous êtes arrivé ici, avez pris les rênes de la maison, et maintenant vous prenez des décisions sur le domaine. Qui pensez-vous être ? » « Je suis l'épouse de ton père,
et il me fait suffisamment confiance pour discuter d'affaires avec moi. Si cela te dérange, je suis désolé, mais je ne vais pas te demander ta permission pour aider à sauver cette propriété. Aider ou contrôler? Ça suffit. Claire se leva, surprenant tout le monde. Jean, tu es injuste. Ma mère n'a aucune obligation d'aider. Elle pourrait simplement laisser tout s'effondrer, mais elle essaie d'aider. Et tu lui jettes ça à la figure. Personne n'a demandé ton avis, cracha Jean, et personne n'a demandé le tien. Mais tu le donnes quand même. Claire croisa les bras. Ma mère a des défauts, beaucoup. Mais elle n'est pas manipulatrice. Si elle aide ton père, c'est parce qu'il en a besoin et qu'elle le peut. Accepte-le, ou ravale ton orgueil tout seul. Isabelle regarda sa fille, surprise et fière. Claire la défendait rarement. Voir la jeune fille le faire maintenant, surtout contre l'un des garçons les plus difficiles, signifiait quelque chose. Jean ouvrit la bouche pour répondre, mais Joseph posa sa main sur le bras de son frère. « Laisse tomber, murmura-t-il, ça n'en vaut pas la peine. » Jean retira brusquement son bras, se leva et quitta la table en claquant des pieds. Joseph le suivit plus calmement, jetant un regard indéchiffrable à Isabelle avant de sortir. Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu. Lorsque les enfants furent couchés, Claire resta pour aider Isabelle à laver la vaisselle. « Merci, dit Isabelle doucement, de m'avoir défendu. » Claire rinça une assiette avant de répondre. « Je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait parce que Jean avait tort. » Quand même, ça signifie quelque chose. La jeune fille haussa les épaules, mais un fantôme de sourire effleura ses lèvres. « Vous essayez avec nous tous, même avec les garçons énervants. C'est plus que beaucoup de gens feraient. »« Tu essayes aussi ?» observa Isabelle. « J'ai vu comment tu as aidé Pierre à lire hier et comment tu as joué avec Anne dans la cour. Ce sont mes sœurs, c'est différent. Mais tu n'as pas besoin d'être gentille avec les enfants de François. Et tu l'es. » Claire resta silencieuse un instant. « Ils ne sont pas si mauvais quand ils ne sont pas stupides. » Isabelle rit. Autre recommandation. « C'est le mieux que je puisse faire. » Claire s'essuya les mains. « Maman. »« Oui? Vous l'aimez? Le colonel François ?» La question coupa le souffle d'Isabelle. « Je ne sais pas. »« Pourquoi? » ?»« Parce que j'ai vu comment vous l'avez regardé quand il est parti et comment vous êtes restée silencieuse depuis, comme s'il vous manquait. » Isabelle ne savait que dire. Comment expliquer à sa fille des sentiments qu'elle-même comprenait à peine? « C'est compliqué, dit-elle finalement. Ça n'a pas besoin de l'être. À 12 ans, tout semble simple. À 12 ans, je sais reconnaître quand quelqu'un est assez bien. » Claire embrassa rapidement la joue de sa mère. « Ce n'est pas un crime de l'aimer, vous savez, même si ce n'était pas le plan initial. » Et sur ce, elle sortit, laissant Isabelle seule, avec des pensées qu'elle aurait préféré ne pas avoir. François revint l'après-midi du 3e jour, ramenant avec lui non pas 50, mais 65 têtes de bétail, des vaches, des bœufs et quelques veaux, tous sains et robustes. Les travailleurs du domaine aidèrent à les conduire vers les pâturages préparés à la hâte ces derniers jours. « J'ai fait une excellente affaire », expliqua François à Isabelle, tandis qu'ils observaient le bétail se disperser dans le champ. Le vendeur était désespéré, concluant l'affaire avant de partir pour le sud. « Combien reste-t-il d'argent ? » 200 000 francs. J'ai gardé pour les urgences. Il se tourna vers elle. « Vous aviez raison. Cela nous donnera de la sécurité. Même si nous perdons la récolte de canne, nous aurons le bétail. J'espère que nous n'aurons pas besoin de le vendre. Moi aussi, mais c'est bien d'avoir des options. » Ils restèrent côte à côte, observant les animaux. Isabelle était très consciente de sa proximité, de la chaleur qui émanait de son corps après des heures passées sous le soleil. « Vous m'avez manqué, » dit François soudain, sans la regarder. Le cœur d'Isabelle fit un bond. « Vous avez senti ? La maison était étrange sans vous, sans moi dedans. Les enfants m'ont demandé. Ils ont demandé. Pierre, surtout. Je crois qu'il s'inquiète que vous partiez aussi. Je ne partirai jamais. » François la regarda enfin. « C'est ma terre, ma maison, ma famille. » La façon dont il dit « ma famille », englobant non seulement ses propres enfants, mais tous les enfants. Isabelle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « François, colonel Leclerc. » La voix de Marcel l'interrompit. L'homme courait depuis la grande maison tenant une enveloppe. « Une lettre est arrivée. Le courrier l'a apportée pendant votre absence. » François prit l'enveloppe, fronçant les sourcils en voyant l'expéditeur. Son expression se referma immédiatement, devenant un masque de pierre. « Un problème ?» demanda Isabelle.
Il ne répondit pas, déchirant brusquement l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les lignes écrites, et Isabelle vit sa mâchoire se contracter. Ses phalanges blanchirent à force de serrer le papier. « Isabelle, elle veut voir les garçons, » dit-il, la voix dangereusement calme. Le genre de calme qui précède les tempêtes. « Qui ? Éléonore, mon ex-épouse. » Il cracha les mots comme du poison. Après 2 ans sans un mot, sans demander si les enfants sont vivants ou morts, elle veut leur rendre visite. Isabelle lui prit la lettre des mains, la lisant rapidement. L'écriture était délicate, féminine, éduquée. « Cher François, je sais que je ne mérite pas votre considération après tout ce qui s'est passé, mais je vous supplie de considérer ma demande en tant que mère. Je veux voir mes enfants. Je ne cherche pas à reprendre ma place ni à causer des problèmes. J'ai juste besoin de les voir, de savoir qu'ils vont bien. Je serai au village dimanche prochain. Si vous le permettez, je visiterai la propriété ce jour-là. Avec respect, Éléonore. » « Elle n'a pas le droit, » dit François, lui arrachant la lettre. « Elle les a abandonnés, elle a choisi de partir. Maintenant, elle veut revenir comme si de rien n'était. Elle est leur mère, n'est-ce pas ?» L'explosion fut soudaine et violente. François chiffonna la lettre dans sa main. « Une mère, c'est celle qui reste, celle qui prend soin, qui nettoie les blessures et essuie les larmes et endure les nuits sans sommeil. Éléonore n'est la mère de personne. C'est juste la femme qui les a mis au monde et qui les a ensuite jetés. » Isabelle ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. La colère émanait de lui en vagues presque palpables. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle calmement. « Rien. Je vais l'ignorer. Comme elle a ignoré ses enfants pendant 2 ans. Et si elle vient quand même, je ne la laisserai pas entrer. » « François. »« Non. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Vous ne comprenez pas. Quand elle est partie, Jean a pleuré pendant des semaines. Joseph a cessé de parler pendant 2 mois. Pierre. » Sa voix se brise. Pierre se réveille encore au milieu de la nuit en pleurant, demandant quand maman va revenir. Et maintenant elle veut apparaître, détruire à nouveau le peu de stabilité que nous avons construite. Peut-être qu'elle a changé. Les gens ne changent pas. Elle a fait son choix. Elle doit vivre avec les conséquences. Et les garçons ne méritent pas de choisir s'ils veulent la voir. François la fixa comme si elle l'avait trahi. Comment pouvez-vous suggérer cela ? Parce que je ne suis pas aveugle aux blessures qu'elle a causées, mais je ne suis pas non plus aveugle au fait que ce sont ses enfants. Peut-être qu'ils ont besoin de tourner la page. Peut-être qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi elle est partie. Elle est partie parce qu'elle est égoïste, parce qu'elle s'aimait plus qu'elle n'aimait ses propres enfants. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Isabelle lui tint le bras, le forçant à la regarder. « Vous êtes en colère et vous avez le droit de l'être, mais ne prenez pas de décision pour les garçons en fonction de votre colère. Laissez-les choisir. Ce sont des enfants. Jean a 14 ans, Joseph aussi. Ce sont presque des hommes. Ils méritent d'avoir leur mot à dire là-dedans. » François retira son bras, s'éloignant. « Je ne peux pas voir cette femme, non sans. » Il ne termina pas, mais Isabelle comprit, non sans que toute la douleur, la colère et l'humiliation ne reviennent comme une avalanche. « Vous n'avez pas besoin de la voir, mais les garçons en ont peut-être besoin. » Il resta silencieux un long moment, le dos tourné vers elle, les épaules tendues. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. « Parlez-leur, demandez-leur ce qu'ils veulent. Mais si l'un d'eux dit non, c'est définitif. Elle ne s'approche pas. » « Compris. » François sortit sans un mot de plus, marchant rapidement vers les écuries. Isabelle le regarda partir, le cœur lourd. Elle connaissait ce genre de douleur. C'était la douleur de la trahison, de l'abandon, de la confiance brisée, qu'elle savait qu'il n'y avait pas de mots pour la guérir. Cette nuit-là, Isabelle réunit les 3 garçons dans leur chambre. Jean et Joseph s'assirent sur le lit, Pierre sur la chaise près de la fenêtre. Tous observaient Isabelle avec curiosité mêlée d'appréhension. « Votre mère a envoyé une lettre, » dit-elle sans détour. Le silence qui suivit était pesant. Jean pâlit. Joseph déglutit. Pierre arrêta de respirer. « Que veut-elle » demanda enfin Jean, la voix soigneusement contrôlée. « Vous voir dimanche ? Non !» La réponse fut immédiate et violente. « Je ne la verrai pas, » dit Jean. « Non !» Il se leva, les poings serrés. Elle n'a pas le droit d'apparaître après tout ce temps et d'exiger de nous voir. Elle a choisi de partir. Maintenant, elle doit rester loin. Joseph resta silencieux, les yeux fixés sur ses propres mains. Pierre commença à pleurer silencieusement, les larmes coulant sans bruit. Isabelle s'agenouilla devant Pierre.
Que veux-tu, mon chéri? Je veux ma mère, sanglota-t-il. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ce soit comme avant. Ça ne peut pas être comme avant, dit Jean durement. Elle a tout détruit, tout. Mais c'est notre mère, cria Pierre. Comment peux-tu ne pas vouloir la voir? Parce qu'elle ne nous a pas voulu, tu ne vois pas. Elle est partie parce qu'elle ne nous aimait pas assez pour rester. N'est-ce pas vrai? Oui, papa l'a dit. Ton père était blessé, on interrompit Isabelle, et la douleur fait dire aux gens des choses qui ne sont peut-être pas entièrement vraies. Alors, vous pensez qu'il a tort? Jean la défia. Je pense que la situation est compliquée. Je pense que les adultes commettent des erreurs. Je pense que ta mère a commis une terrible erreur en partant. Mais je pense aussi que vous méritez de décider par vous-même si vous voulez la voir ou non. Et si nous la voyons et qu'elle repart? Demanda Joseph doucement, parlant pour la première fois. C'était la question centrale. Isabelle le réalisa. La peur n'était pas de la voir. La peur était de la perdre à nouveau. Alors ça fera mal, dit Isabelle honnêtement. Ça fera très mal, mais au moins vous aurez essayé. Vous aurez une clôture. Et si on dit non? Demanda Jean. Alors elle ne vient pas. Votre père a été clair. La décision vous appartient. Les trois garçons échangèrent des regards. Une communication silencieuse s'opéra entre eux, surtout entre les jumeaux. « Je veux la voir, » dit Pierre fermement, essuyant ses larmes. « J'ai besoin de savoir pourquoi elle est partie. J'ai besoin de demander. » Joseph acquiesça. « Moi aussi. » Tous regardèrent Jean. Le garçon aîné resta rigide, la mâchoire serrée, les yeux brillants de larmes non versées. « Jean, » appela Isabelle doucement, « je vais la voir, non pas parce que... mais parce qu'ils le veulent, » dit-il en désignant ses frères, « et je ne les laisserai pas seuls avec elle. » Isabelle acquiesça. « Alors dimanche, je serai là si vous avez besoin de moi. »« Merci, » dit Joseph doucement. Elle les quitta, refermant doucement la porte derrière elle. Dans le couloir, elle trouva François appuyé contre le mur, écoutant manifestement tout. « Ils vont la voir, » dit-elle. Il acquiesça, la douleur évidente sur son visage. « Je sais. » Isabelle, ne dites pas que tout ira bien, parce que non. Ce sera un désastre. Elle va les blesser à nouveau, et je devrai ramasser les morceaux encore une fois. Isabelle toucha son visage, le forçant à la regarder. Alors nous ramasserons les morceaux ensemble. Vous n'êtes plus seul là-dedans. Il couvrit sa main de la sienne, fermant les yeux. Comment faites-vous ça? Quoi? Être si forte quand tout s'effondre? Je ne suis pas forte. J'ai juste appris que s'effondrer ne résout rien. Alors, je continue. François ouvrit les yeux, et ce qu'Isabelle y vit la fit arrêter de respirer. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou du respect, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Isabelle, je... » Un cri venant de la chambre des filles interrompit le moment. Les deux coururent, trouvant Sophie en panique, pointant le berceau où Michel était. Le garçon brûlait de fièvre. Michel était rouge et chaud comme une braise. Isabelle le prit dans ses bras, le cœur battant la chamade. Le garçon gémissait, les yeux mi-clos, la respiration rapide et superficielle. « De l'eau froide, » ordonna Isabelle. « Claire, apporte des linges propres. Béatrice, de l'eau du puits. Vite !» François était déjà à ses côtés. « Depuis combien de temps est-il ainsi ?»« Je ne sais pas. »« Sophie, quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?» La jeune fille, déjà effrayée, balbutia. « Avant le dîner. Il jouait normalement. » C'était il y a 3 heures. Isabelle posa sa main sur le front de Michel. Il était brûlant. « François, nous avons besoin de Madame Bénédicte maintenant. » Il était déjà en mouvement. « Je vais la chercher. » Dans les minutes qui suivirent, qui semblèrent des heures, Isabelle travailla frénétiquement, déshabilla Michel jusqu'à la couche, le recouvrit de linge mouillé d'eau froide, tenta de le faire boire de petites gorgées. Le garçon gémissait, rejetant tout, tournant la tête. Les autres enfants se rassemblèrent à la porte, observant avec des yeux écarquillés. Pierre pleurait doucement. Anne se cachait derrière Claire. Jean et Joseph restaient rigides, ne sachant clairement pas quoi faire. « Il va s'en sortir ?» demanda Béatrice, la voix tremblante. « Oui, » dit Isabelle avec une conviction qu'elle ne ressentait pas. « Il va s'en sortir. » Mais tandis qu'elle tenait son petit,